Cette émission de Radio Poker est une présentation de PrincePoker.com. Voici votre animateur, Fred Forget, accompagné de Philippe Jeté. Alors, bienvenue à cette émission de Radio Poker. Aujourd'hui, le 21 avril 2014, un lundi, c'est tranquille. Et écoutez, tout va pour le mieux pour la plupart d'entre vous, alors c'est tant mieux. Et j'ai en ligne avec moi Philippe Jeté. Salut Philippe! Salut Fred, comment ça va? Ah, écoute, il y a des journées tellement là, plus agréables que d'autres. Aujourd'hui, là, non seulement j'aurais besoin de plus d'heures dans ma journée, mais j'aurais besoin un peu plus de, je sais pas, de compassion face à la technologie. Des affaires des fois qui ne fonctionnent pas, mais bon, il faut passer par-dessus. Écoute, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on parle d'actualité ensemble. Sans faute, mon cher. D'un, j'aimerais ça qu'on parle de Vicky Corrin qui a remporté pour une deuxième fois un tournoi majeur du EPT. C'est la seule double couronnée de ce tournoi-là. Quelle belle nouvelle, franchement. Là, PokerStars doit se taper dans les mains aujourd'hui. Vicky Corrin, effectivement, la toute première personne, la première joueuse à gagner un deuxième EPT de l'histoire des EPT. Puis en plus, c'est une femme, c'est bon pour le poker, c'est une personnalité connue. Puis, elle est commanditée par PokerStars, l'organisateur du championnat. Donc, franchement, là, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est le genre d'histoire qui va faire les médias au-delà des médias consacrés au poker. Donc, une belle visibilité pour notre jeu. Mais c'est le fun pour elle parce que c'est une pionnière aussi. Ça fait longtemps qu'elle est dans le circuit. Et elle a quand même fait des très bons résultats dans le passé. Son dernier tournoi, dans le fond, qu'elle avait remporté, ou un tournoi majeur, c'était en 2006. Elle répète encore l'exploit en 2014, donc bravo pour elle. Écoute, j'aimerais parler aussi de la résolution du Borgata au New Jersey. Finalement, on va pouvoir closer cette histoire-là, parce que là, je suis comme... c'était le fun d'en parler, là, parce que c'est quand même pas rien ce qui s'est passé. Mais je ne veux pas étirer ça pendant un an de temps, là. Ils ne joueront jamais cette journée finale, finalement. Mais non, c'est final bâton. Ils ont pris une décision puis ça a tombé. Tu veux s'en parler ou tu veux que j'en parle? Écoute, on peut résumer brièvement. En gros, ils ont décidé de rembourser tous les joueurs qui auraient pu avoir été en contact avec le tricheur du nom de Christian Luzardi. Ça, au total, c'est 2143 joueurs éligibles au remboursement de leur buy-in sur un total de 4812 participants. Ouais. Et puis, il y a aussi les joueurs qui sont remboursés, les joueurs en fait qui avaient été éliminés vers la fin de la journée mais qui n'avaient pas encore reçu leur paiement, eux reçoivent le paiement tel que prévu. Mais le bas qui blesse, ce sont les 27 joueurs qui étaient toujours actifs, qui eux, ils jouaient pour des centaines de milliers de dollars et finalement, ils vont devoir se contenter de 19 323 dollars chaque. Je pense que la première position, c'était une affaire comme 400 000. Ouais, exactement. Sûr, mais en tout cas, il y a une différence entre 400 et 19. En tout cas, ouais, ok. Au moins, la décision est tombée. Là, ce qui est le fun, au moins, j'en parlais justement avec notre futur invité qu'on va parler tantôt, Charles-Alexandre Sylvestre, que au moins, c'est une bonne chose que le Borgata rembourse le buy-in et les frais de participation, là, les frais de tournoi. Je pense qu'ils ont voulu acheter la paix aussi parce qu'ils auraient pu avoir les foudres. Ils en ont sûrement déjà eu, mais je pense que là, ils ont comme atténué un peu le problème, là. C'est sûr qu'en remboursant la majorité des joueurs, ça laisse quand même... en réalité, si on pense pas à l'ICM, mais il y a qu'une dizaine de joueurs qui fait moins d'argent que ce qu'elle aurait fait réellement en terminant le tournoi. Ouais, donc, c'est ça. Ça laisse moins de place à la critique, sauf qu'en même temps, écoute, je sais pas ce que Charles-Alexandre en pense précisément, on pourra lui poser la question tantôt, Oui. Mais quand même, le chip leader dans ce tournoi-là, il se fait avoir pas à peu près. Puis, non seulement le chip leader se fait avoir, mais celui qui restait un jeton ou un blind, lui, il devait jubiler. C'est clair. Sauf que je trouve que c'est difficile. On enlève quand même presque 1 million aux joueurs qui... Écoute, le tricheur il était éliminé. Donc, ces joueurs-là n'ont pas triché. Ils ont profité de jetons qui n'auraient pas dû être là, mais c'est pas de leur faute. Et puis bon, il y a 1 million qui est pris de l'argent qui leur était dû pour rembourser les buy-in. Donc, c'est pas vraiment le Borgata. Le Borgata, en bout de ligne, il perd... le temps de ses employés, le rake est remboursé et tout. Ils ont une perte, mais ils n'ont pas la perte du price pool comme on aurait pu penser que ça aurait pu être jugé. Mais le Borgata s'en lave les mains maintenant. C'est la commission qui a décidé. Le Borgata, évidemment, respecte la décision. Ils doivent rire dans leur barbe. Donc, franchement... Écoute, je peux garantir que l'erreur, ou en fait la bévue qui s'est passée au Borgata, je pense que le Borgata va apprendre de cette erreur-là. Ils vont être capables de réajuster leur tir aux prochaines fois. Et ils devraient, parce que c'est quand même pas rien un tournoi comme ils l'ont fait.
Et s'ils veulent flatter dans le sens du poil tous les nouveaux joueurs qui peuvent essayer d'attirer dans l'établissement, ben écoute, travailler fort, puis ils ont juste à mettre les bouchées doubles les prochaines fois. Ben voilà. Bon, OK, une affaire de fête. Fait que là, on n'en parle plus. Le tournoi High Roller de San Marino, il y a des Québécois qui ont bien fait quand même là-bas. As-tu un peu plus d'infos à ce sujet-là? Ben en fait, il y avait plusieurs Québécois qui y participaient. On a un boursier, Jason Lavallée, qui a terminé en 11e place, un petit 21 600 €, une journée au travail typique pour lui. Bon, donc, tranquille. Félicitations, Jason. C'est très bien. Ben oui, certain. Ça mérite On aime d'être ça, des mentionné. résultats québécois. OK, puis les autres Québécois, c'est-tu Jonathan Duhamel? Je sais que Jonathan, non, c'était très bien parti. Il a doublé rapidement en début de journée, mais ça a crash and burn rapidement. Il a rebayé, puis ça n'a pris qu'une heure ou deux pour que le deuxième bullet passe et ça en était fait. Donc, place au EPT Grand Final à Monaco qui commence demain pour lui, pour probablement toute la délégation, en fait. Hein, c'est prêt. C'est quand même relativement proche, San Remo, Monaco. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de joueurs québécois encore pour cette semaine en action. Bon, ben c'est à suivre. Écoute, on va parler un peu d'Internet en ligne, le Scoop 2014. Yes, sir. Il a commencé, hein? Non, Non, c'est ça au mois s'en vient. de... C'est ça, exactement. Mais ça OK. s'en vient vite. Il y a quand On même 40 commence le millions de 4 mai. garanties sur 135 tournois. C'est audacieux. C'est à la hauteur de Poker Stars, disons. C'est toujours audacieux et c'est toujours rencontré. Donc, attendez-vous pas à beaucoup d'overlay. Mais beau concept, hein, les scoops, c'est ce qui est bien le fun. En fait, chaque tournoi qui est offert en 3 buy-ins différents. Donc, il y en a vraiment pour tous les budgets. Puis, on s'entend qu'on parle pas des micro-millions avec des tournois 1$ ou 2$, mais beaucoup de tournois entre 5 et 25$ pour les plus petits budgets qui vont générer des énormes cagnottes, puis tous les gros tournois dans les 3 et 4 et même 5 chiffres. Donc, franchement, il va y avoir de la grosse argent en jeu pendant les 2 semaines des scoops. Et Charles-Alexandre m'écrit avec un gros sourire que c'est du 3 au 18 mai. Alors, prenez ça en note. 3 au 18 mai 2014. Donc, ça s'en vient bientôt. Il y a le Québécois, le Montréalais Éric Afriat qui a gagné 1 million au Seminole Hard Rock Poker Showdown. Ben, je comprends. C'est pas rien. Puis je lisais là-dessus tantôt, et puis c'est le plus gros tournoi WPT en termes de participation de l'histoire WPT. Donc, c'est pas peu dire. 1795 joueurs, il gagne ça, il fait au-dessus d'1 million. La vie est belle, un autre Québécois qui s'illustre. Puis franchement, on le voyait souvent son nom ici et là, aux séries mondiales entre autres, mais là, c'est vraiment le score qui est exactement le vrai jackpot. Là, il va falloir que tu m'expliques quelque chose. Là, le Phil Ivey se fait poursuivre par le Borgata de Atlantic City sous prétexte que M. Ivey aurait triché en faisant du, je dirais, du edge sorting qu'il appelle. Là. C'est comme un terme là, d'observation d'un joueur sur une table. Peux-tu nous expliquer un peu en détail? Oui, bien avec plaisir. Ça va être une histoire super intéressante parce qu'il n'y a pas de précédent. Donc, on va voir comment la loi... si la loi juge que c'est de la triche ou si de prendre un avantage statistique sur le casino, comme pourrait le faire un compteur de cartes. Moi, je trouve ça un peu loufoque, je vais te dire honnêtement, parce que tu sais, Phil Ivey, il a pas pris quelque chose de l'extérieur pour améliorer son jeu. Il a juste utilisé peut-être une faille dans le système. Mais s'il y a une faille dans le système, c'est parce que la faille existe puis il y a une négligence. Ben, c'est ça. C'est sûr que Phil Ivey savait ce qu'il faisait. Il était au courant qu'il y avait certaines cartes spécifiques produites par Gemaco qui avaient un défaut de fabrication. Et puis, pour expliquer le hedge shorting, en gros, c'est ça. C'est que Phil Ivey a fait des demandes très spécifiques au casino, soit d'utiliser ces cartes-là précises et d'utiliser un brasseur automatique de manière à ce que... en fait, exactement, lui, il demandait de tourner certaines cartes. En fait, ça criait à la triche, c'était évident, mais dans le monde des casinos, il y a tellement de joueurs superstitieux, il y a tellement de demandes loufoques, que ça a l'air que le casino n'a pas allumé très vite. Mais bon, en réalité, là, Phil Ivey s'est donné un avantage de 6% sur la maison. C'était pas un scandale de triche à la Ocean's 11 où est-ce que tout était vraiment... c'est pas une fraude à proprement parler. Maintenant, et c'est la question, est-ce que l'enrichissement injuste, parce que c'est ce que le casino prône, est-ce que c'était un enrichissement injuste et est-ce que ça devrait
faire perdre le procès à Phil Ivey, mais les casinos, on va se le rappeler, c'est pas mal leur modèle de business. L'enrichissement est juste d'avoir un avantage statistique sur les joueurs et de les faire perdre sur le long terme. Ouais, puis on sait qu'un casino, ça n'aime pas ça, perdre de l'argent quand un joueur moindrement intelligent se présente à une table. Non, puis là, on parle de quand même une dizaine de millions, donc c'est pas une petite poursuite. Mais franchement, je pense que si les coupables, là, si tu veux mon humble avis, c'est le casino qui ont accepté. Ils ont accepté les différentes demandes bizarres de Phil Ivey. Ouais. Et il y a Gemaco, la compagnie de cartes. Écoute, si tu fournis des cartes pour les casinos à travers le monde, arrange-toi donc pour pas qu'il y ait de défauts. Non, mais on va se le dire. Un print correct, là. C'est ça. Mais les noirs, opaques, au pire, il n'y en aurait plus de problème, là. Non, ben voilà. Donc, mais ça va être intéressant parce que on sait que Phil Ivey est impliqué dans une histoire identique au casino Croxford à Londres, si ma mémoire est bonne. Et puis là, c'est le contraire. C'est Phil Ivey qui poursuit le casino parce que exactement la même situation, mais le casino a refusé de payer Phil Ivey. Phil Ivey dit non, j'ai gagné cet argent. Là, dans le cas du Borgata, c'est le contraire. C'est exactement. Phil Ivey a gagné l'argent et le Borgata veut le récupérer maintenant qu'ils ont compris comment ils se sont fait avoir. Bon, écoute, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Oui. Dernier point de l'actualité, écoute, on va parler de Charles-Alexandre Sylvestre. C'est qui ça? Ben, c'est joueur de l'air au Québec. Et je l'ai oui! Je l'ai avec moi yes, d'ailleurs. Sir. Charles-Alexandre, bonsoir. Salut. Écoute, on va parler de l'actualité avec toi sur ce point-là parce que ça te concerne. Okay. Et tu as gagné, en fait, tu as gagné une bourse de 200 000 au FTO PS. Au tournoi, c'est le tournoi principal? Oui, le main event des F-Tops dimanche dernier. C'est un tournoi à 635$ de buy-in avec re-entry qu'on appelle, c'est-à-dire que quand ton stack est rendu à 0, tu peux rebuyer, pas comme les tournois de rebuy traditionnels, mais un tournoi de réachat. Ouais. Donc, content? Oui, super content. Je me suis inscrit comme 3 heures en retard dans l'optique de shooter un peu puis de peut-être possiblement faire quelques réachats. J'étais in pour 4 buy-in, mais finalement le ROI a quand même été bon. C'est quand même pas si mal. Intéressant. Toi, Philippe? Non, c'est quand même pas si mal. Après 4 buy-in, ça peut peut-être graffiner un peu, mais finalement, à voir comment ça s'est conclu. Félicitations, franchement, là, une autre belle victoire. C'est une très bonne nouvelle. Puis dis-moi, comment tu l'as vécu, ce tournoi-là? Comme si tu as à faire un résumé, là, tu pourrais... Ben, ça a quand même bien été à partir du moment, justement, où j'ai doublé mon stack. Là, j'ai commencé à jouer de façon un petit peu plus intelligente, là, en sachant que je voulais pas rebuyer. Puis, j'ai monté les échelons. Je me suis installé dans le top 10 quand même en milieu de tournoi. Je suis resté quand même dans le top tout au long du tournoi. Quand on était rendu peut-être à 30 joueurs, j'ai perdu un all-in. Je suis redescendu à peu près 20e sur 30. Je suis resté focus, j'ai attendu des bonnes occasions. Puis je suis revenu remonter en haut. Puis à la fin, on avait un nombre de jetons sensiblement pareil les 3 derniers. Donc il y avait 636 000 en cagnotte. Timex, Mike McDonald a proposé... un split à 3, 200 000 chaque avec 36 000 au gagnant. Puis, étant donné qu'il y avait pas mal de variances puis des grosses différences monétaires entre chaque position, entre position 1, 2, 3, puis qu'il y avait 2 autres bons joueurs, c'était un deal qui était intéressant que j'ai pris. Okay, c'était qui le troisième joueur, Charles-Alexandre? Excuse-moi, Fred, je voulais pas t'interrompre. C'est qui le troisième joueur? On connaît évidemment tous Timex, mais l'autre, personnellement, je le connais pas. C'est un bon joueur? C'est un joueur qui aurait pu être dangereux dans ce trio final-là? Le troisième joueur, je me souviens pas de son nom de mémoire, mais c'est un Européen, un régulier online. J'avais vu ses stats qui étaient quand même assez bons. Puis évidemment Timex qui est très fort en tournoi, puis on l'a vu beaucoup s'illustrer cette année. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de ne pas accepter ce deal-là qui était assez payant. Puis on jouait quand même pour une bonne petite somme en bonus puis le titre. Donc c'était un deal qui était très satisfaisant. Puis le tournoi, il a duré combien de temps? Ça a duré, ça a commencé à 1h30 de l'après-midi, puis je dirais que ça a fini, je crois, aux alentours de 3h30 du matin. Du matin, ok. Ouais, donc 14 heures. Ouais, 14 heures de jeu quand même. Okay. Bon, ben, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Puis c'est... L'année 2014 va juste commencer. Alors, on s'imagine que ça va quand même aller bien. Je te le souhaite. Exact. Il y a les scoops qui s'en viennent dans 2 semaines. Puis les 2 dernières années, les scoops ont été bons pour moi. Donc, t'as l'air en moins hâte. Fait que je comprends pourquoi tu m'as sorti les dates aussi vite de même sur une feuille. On va essayer de récidiver. Écoute, on va closer l'actualité là. Je vais juste faire une couple de petites pubs là, de tournois parce qu'il y a des tournois qui s'en viennent bientôt un peu partout.
Et il y en a qui ont attiré mon attention. Fait que je vais, si tu me permets, je vais faire l'annonce de ces tournois-là. Il y a tout d'abord le tournoi Heads Up Poker du Poker Arena qui va avoir lieu samedi le 26 avril à midi. Les buy-ins sont 50$, les blinds aux 10 minutes. Et vu que c'est un tournoi Heads Up, eh bien, c'est les gens qui remportent les 2 de 3 qui passent aux étapes suivantes. Ce tournoi-là va se jouer la même journée. Fait que si vous voulez des informations, vous pouvez aller sur la page Facebook de Poker Arena et tout est là au niveau des informations. Il y a aussi au Poker Arena, j'en parle parce que là, j'ai déjà parlé d'eux autres, mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir le classique Poker Arena le samedi et le dimanche 24 et 25 mai prochain dès midi. Le 24, c'est le jour 1A, 25, c'est le jour 1B. C'est un tournoi qui commence à midi. Les buy-ins sont le buy-in est 150$. C'est un tournoi freeze-out, il n'y a pas de rebuy, de re-entry. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez appeler au 450-582-5084, extension 224. Et la journée finale, dans le fond, la dernière journée, va avoir lieu le 31 mai, ou le 30 mai, mais je pense que c'est le 31 mai que ça donne. Donc c'est un dimanche, 31 mai à partir de midi. Alors tous ceux qui vont être qualifiés dans les 2 premières journées vont pouvoir participer à cette journée finale-là. Mercredi, dans 2 jours, le 23 avril, va avoir lieu le Poker RDR de Saint-Hyacinthe à la Cage au Sport de Saint-Hyacinthe. Les inscriptions commencent à 18h. Si vous voulez plus d'informations, encore là, sur Facebook, il y a le groupe Poker RDR ou, si je ne me trompe pas, il y a aussi le site internet à pokerrdr.com ou CA. Attendez une seconde, je vais vous dire ça dans 2 secondes. www.liguepokerrdr.com. Et vous pouvez appeler Robin Millette au 450-779-9381 pour plus d'informations. Il va y avoir aussi un tournoi, en fait le National Hold'em 7e édition de Beauce. J'en avais parlé dans quelques émissions parce que il y avait quand même des places restreintes. Et semble-t-il qu'il y a 5 places qui se sont désistées. Il y a 5 personnes qui n'ont pas pu finalement participer au tournoi. Alors, il y a 5 places qui sont disponibles. Je ne sais pas jusqu'à la date d'aujourd'hui si les places sont toutes comblées, mais vous pouvez prendre la chance. Alors, ceux qui viennent de la Beauce ou des environs, vous pouvez appeler Roger au 418-802-8665. Alors, Charles, on a une couple de questions à te poser, puis je suis bien content de t'avoir, honnêtement. Là. Je suis vraiment content de t'avoir avec moi. Ça me fait plaisir d'être là. De l'extérieur, tu sembles mener une double vie. Tu as Charles-Alexandre Sylvestre qui travaille professionnellement comme agent immobilier. Et tu as l'autre Charles qui, lui, ramasse une couple de centaines de mille à une table de poker. Si on exclut le poker, comment te présenterais-tu à une nouvelle entrevue, mettons? Il n'y a pas trop de chance que je me présente à une entrevue pour une job prochainement. Oui, je te l'accorde. Je pourrais dire que je suis un passionné, peu importe ce que je fais. Dans la vie, je m'entreprends à 110%, je fais pas les choses à moitié. Ça revient souvent à dire, je dis souvent que ma plus belle qualité, c'est la même chose que mon pire défaut, c'est que je suis quelqu'un d'excessif. Donc, quand je fais quelque chose à fond, puis c'est bon, mais c'est très bon, mais dans les choses plus négatives, c'est très pire. C'est ça, c'est ça. Donc, à part ça, j'aime les projets d'affaires, tout ce qui touche aux chiffres, puis évidemment, une de mes grandes passions, comme tu l'as dit, c'est l'immobilier, autant du côté travail qu'investissement. C'est un petit peu ça que je fais ces temps-ci avec mes gains. Là. Je commence à me bâtir un petit parc immobilier de ce côté-là, puis c'est quelque chose que j'aime bien. Puis comment t'es venu la passion pour le poker? C'est venu d'où? Ben, un petit peu comme tout le monde, ça a commencé quand j'avais à peu près 18 ans, game entre amis. Puis, comme j'ai dit, j'étais un petit peu excessif, puis on sait qu'il y a un côté gambler en moi. Donc, j'ai tout de suite aimé ça. Puis après ça, c'est un petit peu mon côté entrepreneur qui m'a gardé dans ces rangs-là parce que je voyais la passion qui était grandissante. Tout le monde qui jouait, il y avait beaucoup de demandes, mais il n'y avait pas d'endroit où on pouvait jouer. Donc, j'ai commencé à faire des petites parties, organiser des tournois, tout ça sur la Rive-Sud. Pendant quelques années, j'ai organisé des games sur la Rive-Sud et à Montréal. Donc, ça m'a gardé dans ce bassin-là, puis jusqu'à temps que je décide de faire des tournois un petit peu plus importants online, puis à l'étranger. Je préparais l'entrevue, et puis je regardais ton palmarès, tes résultats, puis on va le récapituler rapidement si ça te convient. En 2010, les WSOP, tu avais fait un score pour 35 000. Ensuite, tu as eu une victoire dans un tournoi secondaire pendant les scoops dont on parlait en 2011.
Et ensuite, on saute en 2013 où, ben là, on s'en souvient tous, t'as un 260 000 qui a été remporté au championnat 2013, t'as remporté un bracelet WSOP pour un demi-million, t'as gagné le premier arrêt du circuit WSOP au Lac Lémy. Et puis, évidemment, ben, tu viens de rajouter 200 000 beaux billets sur Full Tilt Poker. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il semble avoir un gap de 2 ans entre 2011 et 2013. Est-ce que tu as arrêté de jouer? Est-ce que c'était des années que tu as travaillé ton jeu? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là? Ben, en effet, j'ai beaucoup moins joué. Je me concentrais un petit peu sur l'approche de ma nouvelle carrière. J'ai passé 6 mois à faire mes cours en immobilier à temps plein. Puis quand j'ai commencé à travailler, j'étais un petit peu moins actif sur les tables. Peut-être aussi le fait de pas mal moins jouer pendant ce temps-là. Le mental était un petit peu moins là. J'étais moins focus ou dans la zone, comme on dit, côté poker. Là. Des fois, quand tu joues pas pendant 4 mois, tu reviens jouer un tournoi, t'es moins... T'es rouillé un peu. C'est ça, exactement. Donc, c'est un petit peu ça qui explique ça, mais j'ai aussi pas mal moins joué. J'ai aussi moins joué. Puis, on dirait que depuis mon retour, je m'étais dit que c'était vraiment plus occasionnel, puis un hobby, puis je me concentrais plus sur le travail et tout. Mais on dirait que depuis ce temps-là, quand je joue un petit peu moins, puis que j'avais mis ça un peu de côté, les résultats les résultats sont là, puis... c'est le poker qui te rattrape, qui t'oblige à jouer. Ouais, c'est ça, le poker qui l'oblige à jouer, c'est vrai. Beau problème à avoir. Ben, c'est ça. Il y en a plusieurs qui aimeraient être dans tes souliers, j'en suis convaincu. Ah oui, c'est un fait. Mais tu joues autant live que en ligne. Tu te sens plus à l'aise dans une ou l'autre des environnements? Ou si tu avais à choisir entre les deux, lequel tu choisirais? Mais je me sens bien dans les deux environnements. C'est sûr que live, c'est une autre dynamique. J'ai moins souvent l'occasion de jouer live. Fait que live, c'est sûr que j'adore ça. On est entre amis, on fait des nouveaux contacts, on rit, la dynamique est le fun. Online, j'aime ça aussi. C'est sûr que si j'avais à choisir entre les deux, j'aurais pas le choix de pencher pour le online juste parce que je veux me concentrer plus sur la job puis passer un petit peu plus de temps en famille. Puis c'est sûr que la proximité online, je peux jouer à la maison et tout. Tandis que live, 90% du temps, c'est sûr que maintenant, il y a le playground qui a beaucoup de tournois majeurs, mais ça implique des voyagements et tout ça. Donc, plus de dépenses. Puis... C'est ça, mais c'est surtout au niveau du temps des voyages, c'est un petit peu moins possible plus les années avancent. OK. On aimerait tous connaître ton secret, là, mais on sait que ça marche pas de même. Là. Je veux dire, on peut pas te demander pourquoi tu as autant de succès, parce que si tu le donnerais, ben ce serait pas pour toi, parce que les autres en profiteraient. on se le dit. Là. Mais si tu avais ciblé une seule qualité qui te rend particulièrement service dans ton jeu puis que tu maîtrises bien, ce serait lequel? Je suis pas mal fearless, comme on dit. C'est sûr que j'ai pas peur de rien, puis je vais vraiment essayer de jouer de la façon la plus optimale sans prendre en considération des enjeux monétaires, même si souvent ces enjeux-là sont importants pour moi aussi, puis on joue pour des grosses cagnottes. Mais je vais vraiment jouer le jeu que je sens qui est le bon jeu au bon moment, peu importe les montants en jeu, puis ça, je pense que ça me favorise. Moi, j'ai une sous-question par rapport à ça. Est-ce que tu es du genre à jouer, je dirais pas souvent, mais quand tu sens que l'occasion se présente, plus le joueur que les cartes? Ben, c'est sûr. Ça, surtout en live, plus qu'online. Puis, ça, c'est... On n'a pas le choix, là. Je veux dire, c'est ce que les joueurs amateurs, des fois, c'est ce qui distingue les bons joueurs des joueurs amateurs. Les joueurs amateurs, souvent, vont avoir des patterns un petit peu plus ABC, puis ils vont moins s'adapter aux joueurs, puis aux situations, puis ils vont se faire influencer par plus de facteurs extérieurs, là. OK. On a reçu une question d'un auditeur, Charles-Alexandre. C'est David Lacroix de mémoire. Oui, je pense que oui. Exactement, David Lacroix. Qu'on salue en passant. Yes, on aimerait ça être en direct avec toi, mais je suis persuadé que tu vas apprécier l'émission quand même. Écoute, il se demandait, il s'adresse à toi pour les joueurs qui connaissent du succès, il se demande comment tu parviens à surmonter les suck-outs ou les longs downswings. Il se demande lui, quelle est la meilleure approche pour être capable de faire face à ça et puis de continuer à avoir du succès et à passer à travers ces moments difficiles-là? C'est sûr que c'est une bonne question. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a amélioré ma game jusqu'à, on peut dire quand même très récemment, là, si je remonte même 2-3 ans en arrière, j'étais quelqu'un qui avait aussi beaucoup de difficultés à gérer les suck-outs, puis j'avais tendance, le tournoi était fini, puis à repenser à ça, puis reparler de cette fameuse main-là, puis un petit peu m'apitoyer sur mon sort. Puis ça, j'ai appris de joueurs
très talentueux au Québec qui m'ont fait grandir dans mon jeu. Vraiment plus à regarder le côté positif. Puis quand ces choses-là arrivent, repenser à la main puis analyser, voir si on a joué la main de la façon la plus optimale, si on aurait pu la jouer différemment, si on a pris la meilleure décision possible. Puis après, c'est de se dire, écoute, j'ai pris la meilleure décision, j'aurais pas pu faire autrement. Donc, c'est vraiment de toujours prendre la meilleure décision, d'être content d'avoir fait le bon choix. Dans le fond, on travaille sur ce qu'on peut contrôler, puis pour le reste, il y a la variance qui va se charger de nous faire gagner plus souvent qu'autrement si on prend le plus souvent possible les bonnes décisions. Tu parles des bons joueurs québécois qui t'ont aidé là-dedans. Est-ce que tu serais prêt à en nommer? On leur donnait du crédit. On est curieux de savoir qui avait déjà sûr, ces bonnes particulièrement qualités-là. Marc-André Ladouceur, parce que c'est un bon ami à moi dans la vie, donc je suis proche de lui, puis ça arrive des fois, je vais pas souvent, mais des fois je vais jouer chez lui, où on parle poker, où je les écoute parler, lui, avec d'autres collègues, puis c'est sûr qu'en écoutant les gens parler de différentes mains, on peut grandir de ça, parce qu'en étant tout seul dans notre salon à jouer online, si on pense toujours qu'on fait la bonne chose, mais c'est pas la bonne chose, on la corrigera pas. Donc c'est ça aussi à travers les années. Quand j'ai des questionnements, maintenant, j'apprends à beaucoup plus. Supposons en tournoi live, je bosse du tournoi, je croise un bon Québécois. Ah, j'ai joué cette main-là de telle façon, l'aurais-tu joué comme ça? Puis c'est le fun d'avoir différentes opinions. Je pense que c'est ça qui nous fait le plus grandir dans notre game. J'avais déjà fait une émission à un moment donné où je parlais de l'attitude justement au poker, comment approcher la game et comment la gérer aussi. Puis ce que je disais, il y avait une séquence où que je disais, quand vous jouez votre dernière main puis vous êtes éliminé, vous n'êtes pas content, est-ce que c'est vraiment la dernière main qui fait que vous n'êtes pas content ou c'est peut-être la cinquième peut-être main que vous aviez jouée puis que là vous avez pris une mauvaise décision qui vous a coûté cher puis que la dernière main fait en sorte que ça a été le coup fatal. Ouais. Puis c'est important de faire justement des retours puis d'analyser puis faut pas avoir peur non plus quand on est éliminé. Quand on est éliminé, si vous avez pris de la bonne décision, vous êtes éliminé, ben, il y a des choses que vous pouvez contrôler, d'autres non. Et il faut laisser aller les choses qu'on peut pas contrôler. Exactement. Donc, c'est une bonne approche. Parlant des choses qu'on contrôle pas, je suis curieux. On en parlait, il y a beaucoup de gros tournois qui s'organisent, live au Playground, entre autres. Il y a quand même, évidemment, il y a des amateurs partout, mais il y a de plus en plus de bons joueurs. Mais je trouve qu'à travers ce lot-là, il y a beaucoup de joueurs qui réussissent pas tout à fait à s'élever. Des joueurs qui ont du talent, qui vont réussir à effectuer un petit profit à travers le poker, mais qui leur manque une coche. Est-ce que tu serais capable d'identifier ce qui pourrait être pour toi peut-être l'élément qui leur manque ou plutôt peut-être l'erreur la plus commune que tu vois chez les relativement bons joueurs, disons? Question à 100 pièces. Ouais. C'est C'est pas difficile facile. à dire, honnêtement. Pour chaque personne, c'est différentes choses, mais comme je dis, c'est sûr que de prendre le plus d'expérience possible, de jouer le plus de tournois, de parler des mains avec les autres, avec d'autres joueurs de haut niveau, je pense que c'est la chose qui peut le plus améliorer la game. Les erreurs communes, c'est sûr qu'il y a des joueurs un petit peu plus du niveau amateur qui vont overplay certaines mains, puis que l'erreur de mettre tous ses jetons en début de tournoi sur une grosse main, exemple les As, mais que quand on joue 100-200 Big Blind Deep, faut savoir laisser aller des mains comme ça. Puis des niveaux plus amateurs, les joueurs ont de la difficulté à s'adapter à différents facteurs. Ils ont un niveau de jeu de poker qui est plus ABC, mais qui fait pas vraiment... il s'adapte moins au style de jeu des autres joueurs sur la table. Supposons s'il y a un joueur qui est ultra tête ou un joueur qui est super agressif, ben, il va falloir peut-être caler plus light un petit peu contre lui. Puis même niveau amateur, on en voit beaucoup même dans les tournois qui ont de la misère à avoir le jeu optimal par rapport à leur stack puis à leur nombre de big blind et tout ça. Donc ça, c'est des erreurs assez communes qu'on voit là. Sur la scène québécoise, c'est une réputation de joueur assez, on va dire, dégénéré. On va peser mes mots. Puis on dit que toi que t'as pas peur des plus grosses games comme des swings, entre autres. Le genre de gars qui peut gagner puis perdre un char dans l'espace d'une heure, genre. Mais ça, c'est juste une réputation. Mais est-ce qu'elle est vraie, cette réputation-là? Si oui, as-tu des anecdotes? Dans l'espace d'une heure ou dans l'espace d'une minute? Ah ouais, ok, j'ai été généreux. Mais plus par le passé, puis justement, honnêtement, j'avais moins de succès au poker, plus dans les années qui remontent à 2007, 8, 9, 10, avant les succès des 3 dernières années, je jouais un petit peu plus de cash game. Le cash game, c'est moins fait pour moi, c'est moins quelque chose qui me fit, puis justement, je vais avoir plus de misère à gérer les suck-outs en cash game, parce qu'il faut le dire, moi,
cash game, c'est pour ça que j'enlève ça de ma game. J'ai un petit... pas un super bon bankroll management. Tu sais, j'ai toujours tendance à aller jouer les Au moins, grosses tu le limites. sais. Il y en Ouais. a qui sont en tête, au moins, tu le sais. Puis d'ailleurs, je suis retombé, j'étais allé faire un petit buy-in la semaine passée suite à ma victoire au 200-400. Puis ça s'est fini all-in sur le turn. Puis j'ai runné dans le programme favori à 90,5%. Puis j'ai perdu un beau pot de 80 000. Puis ça a été assez pour m'enlever de là puis me ramener à mes tournois pour un bon bout. Ouais, c'est ça. Le petit conscience. Ça en fait des bails. Ouais, c'est ça. C'est très bon. Chillax Chuck ou The Chucksters, ça vient d'où ce nom-là? Ben, Chillax Chuck, écoute, c'est le nom que je me suis créé sur PokerStar il y a une quinzaine d'années, à 18 ans. Comme tout le monde, on se crée notre compte PokerStar la première fois, pas en sachant qu'on va en faire une carrière et que ça va nous suivre pour longtemps. C'est un nom, on pense, juste pour aller faire une petite session un soir en revenant de sortir. Mais finalement, c'est ça qui est resté, puis c'est correct. Puis le Chuckster, je sais pas, je suis surnommé depuis toujours par mes amis primaires, secondaires, toute mon enfance, j'ai toujours été surnommé Chuck. Puis le Chuckster, ça vient du milieu du poker. On a commencé à me surnommer comme ça. Si on enlève le contexte poker, ça fait quasiment un nom de lutteur, tu sais. Le Chuckster! Un troisième plan de carrière si les deux premiers marchent. Troisième plan de carrière. Ouais. Pense-y 2 fois parce que j'en ai fait de la lutte, je mets une petite parenthèse, j'en ai fait là. J'ai compris que c'était pas fait pour moi. Hey, on parlait de ton palmarès tantôt, et puis on dirait que tu fais des coups d'argent. C'est vraiment des gros scores. T'es pas un gars qui a 45 résultats de petits scores. T'es vraiment un gars qui, quand ça marche, on dirait que c'est pour des grosses sommes. On est curieux, y a-tu des dépenses qui ont suivi? Quand on gagne 200 000, 500 000, des sommes comme ça, on doit vouloir se gâter, se faire des folies avec ça. Ben, c'est sûr qu'en premier lieu, quand c'est des événements live, il y a toujours un bon petit party d'après-victoire qui s'ensuit. Sinon, j'ai pas fait d'énormes folies. Écoute, j'aime un peu l'art. J'ai acheté des peintures qui sont des photographies à Vegas qu'on voit Peter Lick, un photographe connu. J'aime bien les montres. Je me suis payé une belle montre. Puis à part ça, le reste... je garde ça pas mal comme roll de vie, roll de poker. Puis là, je commence à faire quelques investissements immobiliers pour le long terme. Là. Parlons-en de l'immobilier parce que j'ai aucun doute sur ton talent comme courtier. Mais je doute pas non plus que présentement, tu fais plus d'argent aux tables que tu en fais avec ton métier. Est-ce que tu considères quand même dans cette optique-là que le poker est un sideline ou si tu n'as pas le choix de je considère quand même que le poker est un sideline parce que j'ai pris cette décision-là il y a 2 ans à peu près. Que c'est le fun les bons scores, mais on parle pas des moins bons coups. Le poker, ça swing beaucoup. Là, c'est le fun depuis 2 ans, c'est constant. Mais l'immobilier, c'est quelque chose qui me passionne. Ça va bien, le salaire est stable. Ça me permet aussi de faire des investissements d'autres parts aussi. Puis avec la famille, je priorise vraiment un emploi stable. Mais le poker passe vraiment plus en deuxième comme sideline. Mais là, ces temps-ci, ça va bien. Donc, c'est le fun. Le vois-tu justement, te vois-tu jumeler ces deux activités-là sur le long terme? À suivre. Tant que ça va bien, je veux dire. C'est ça. Oui. J'aime le poker, puis si le succès continue, quand j'ai des temps moins occupés en immobilier, puis je joue, puis ça va bien, c'est sûr que oui. Si ça commence à comme vraiment moins bien aller, puis j'ai un long down streak, je vais peut-être reconsidérer tout ça. Là, mais disons qu'à moyen terme, je pense jouer au poker encore quelques années à long terme. Parce que la passion est là, je veux dire, t'aimes la game, ça, là, c'est sûr. pas juste la part du game, mais c'est la game en tant que telle. Non, c'est sûr, la passion est là, c'est juste le temps puis les possibilités avec le travail puis la famille, mais à moyen terme, je suis là. OK. Qu'est-ce qui t'attend à court terme, là? Là, il y a les événements à venir, sont les Scoops, le Canada Cup, il y a ensuite le WSOP. Seras-tu de ces activités-là? C'est sûr que je vais jouer quelques scoops. Je vais essayer d'en jouer quand même le plus possible. Ça me tente, j'ai hâte. T'as arrêté fou de dire non, hein? Je veux dire, ça a super ça bien va être été. le fun. J'ai eu un gros rush de début d'année au travail. Là, ça commence à un petit peu plus de temps de libre. Puis je veux dire, je m'en suis gardé un petit peu avec les récents gays là, pour avoir un petit peu de temps pour jouer pendant les scoops. Canada Cup, malheureusement, ça tombe en même temps que le WSOP National Championship à Atlantic City, auquel je me suis qualifié suite à ma victoire au Lac-Lémy. Donc, le gagnant du tournoi principal gagnait l'entrée à 10 000 pour aller là. C'est du 22 au 24 mai. Donc, ça tombe pas mal en même temps que le Canada Cup. Donc, ça sera pas possible pour cette fois-ci.
Puis les World Series, on va voir aussi là, avec le petit, je peux pas non plus abuser dans les voyages, mais je vais certainement jouer le main event, puis peut-être essayer d'aller jouer un 4-5 jours comme j'avais fait l'an passé, au début des séries, les quelques tournois début juin. OK. C'est bon, tu nous donneras des choses à écrire, on aime ça. Certainement. Puis regarde, dernière question de mon côté. Regarde, on va te le souhaiter, mais ça va être difficile de faire mieux que ton été dernier aux séries mondiales. Est-ce que tu as quand même des objectifs précis, un deuxième bracelet, juste jouer le mieux possible, un montant que tu aimerais décrocher au final? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Écoute, on me souhaite du plaisir puis avoir du fun à faire ce que j'aime. Je vais essayer de jouer ma meilleure game possible. C'est sûr que cette année, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de run dans le main event. Avec le 10 millions garanti, c'est sûr que je me croise les doigts. Ça serait le plus grand rêve de faire une bonne run dans le main event. Sinon, peut-être une autre run dans un tournoi secondaire. Mais juste d'avoir la chance d'y aller puis d'avoir du fun, jouer ma A-game, je vais être pas mal content déjà. Ben, on te le souhaite, Charles-Alexandre, tu travailles fort puis tu as des bons résultats. Alors, écoute, ça peut pas être catastrophique. Au Pirelli, tu as eu du fun. C'est ça, exactement. C'est ça, si t'as fait cette table finale-là, on va être encore une gang de Québécois à aller t'encourager en novembre. Ça, je sais pas avec quel genre de chandail. Mettons que tu te rends en table finale. On va poser ça comme question. Tu te rends en table finale. Quel genre de chandail tu voudrais que le monde porte pour aller te supporter? Hey, je ne sais pas. C'est une excellente question. Parce que là, il y a eu les chandails ça. du Canadien. Ouais. Là, il y a eu les chandails verts pour Marc-Étienne. Très bonne question. Peut-être un chandail juste personnalisé à mon effigie rendu là. Le Chalkster, genre un saut de lutte. En lutte. Ouais, ça serait pas pire. Ça. On va retenir ça comme idée. Ok, parfait. Ben écoute, les questions sérieuses sont terminées. Et quand je dis sérieuses, c'est parce que moi, quand je reçois des invités, je fais toujours une partie où je pose des questions au quiz, flash, en rafale. Tu réponds la première affaire qui te passe par la tête. C'est léger, ok? Fait que ça t'engage à rien. T'as pas à t'inquiéter pour ça. Et je vais te poser des questions, puis on closera à ce moment-là l'émission tout de suite après, Philippe, si tu me permets. Je vous écoute avec plaisir. D'accord. Ok. Alors, première question. Qu'est-ce que t'amènerais sur une île déserte? J'amènerais de la compagnie pour pas être seul parce que je vais pas avoir de l'argent, de l'alcool, un laptop, mais si je suis seul, ça va être longtemps. Ok, tant que tu dis pas un chameau, c'est correct. Y a-t-il une main que tu aurais aimé rejouer ou rêvé rejouer dans ce que tu as joué dans les derniers mois? Tu sais, des fois on accroche sur une main, il me semble que je l'avais joué différemment. C'est sûr qu'il y en a pas mal. Ouais. C'est sûr qu'il y en a plein. Une main en particulier, dur à dire. Peut-être en 2010, j'avais eu une deep run dans le main event. Je chip leadais pendant les 5 premiers jours. Puis, c'était un peu une erreur d'inexpérience. Puis, sous l'engouement, j'étais excité, tout ça. Puis, quand j'y repense, j'ai un feeling que j'ai complètement spioé mon stack au jour 5. Puis, c'est sûr que ça, on se rend pas toujours là. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais rejouer. Là. Mais, ça fait quand même 4 ans. Puis, j'ai pris beaucoup d'expérience et de maturité dans mon jeu depuis. Fait que je pense pas que tu dors bien, là, je veux dire. T'as pas... Ouais, je dors bien quand même. Tu convulses pas quand tu y penses. Non. OK. As-tu un rituel avant un tournoi? Ben non, mais là, depuis 1 an, à Vegas, quand j'ai gagné mon bracelet, j'ai comme pris un vibe. Je me disais, faut que tout soit parfait puis que ma journée commence du bon pied. Donc, je me levais, je mettais un peu de musique. J'allais tout le temps à la même place, je cherchais un muffin, un smoothie, exemple, ça coûtait 6$. Je donnais un 10$, gardais le type, là, ils me disent « Thank you, sir, have a good day ». Le gars, il voulait pas du taxi, je donnais 1$. « Thank you, have a good day ». On dirait que tout le monde que je croisais dans ma journée pour 5$ était heureux et avait le sourire. Puis juste d'être sur un vibe positif, tu sais, si t'as un argument avec quelqu'un ou t'as la tête préoccupée avant d'aller à un c'est pas bon. Mais si tout est positif, t'as un bon karma, on dirait que ça va mieux. OK. Quelle fut ta vente immobilière la plus weird que tu as réalisée? Puis il y en a pas eu de si weird particulièrement. OK. Ça me rassure. Non, il n'y en a pas eu de si weird. Non, il y en a eu pas mal de bonnes cette année, mais pas des si weird. Dont celle de Marc-André Ladouceur, d'ailleurs. Ouais, on vient de... Une bonne vente. On vient de liquider son condo. Quelle est ta plus grande qualité au poker? Ben, tu t'as dit tantôt Fearless, mais si t'en avais à en prendre un autre là, qui t'aide... Ben, je pense que la plus grande amélioration, sans doute, qui a fait de moi un joueur beaucoup meilleur que dans le temps, c'est vraiment côté mental. Je suis plus posé, puis comme je disais avant, les knockouts, je pensais juste à ça. J'étais encore dans le tournoi, puis je me voyais quasiment déjà éliminé.
Le pied dans la porte. le pied dans la porte à cause de ça, mais maintenant, l'avoir vécu, je le sais vraiment que l'expression chip and a chair, c'est vrai. Là. Tu peux avoir... vous regardez n'importe quel tournoi, souvent celui qui gagne, quand il reste 100 joueurs, il n'y a pratiquement plus de jetons, puis il y a des revirements incroyables, il faut savoir qu'on n'est jamais vaincu. Là. Quel type de joueur crains-tu le plus? Euh, Le type, et non pas c'est non le joueur, mais le type, le genre de joueur que tu haïs le plus. S'il y en a un. Vu que t'es fearless. Il n'y a pas pas vraiment le de type meilleur, de moi, ça joueur. m'intéresse. Je veux dire, les joueurs agressifs, j'ai joué assez bien. Puis, des fois, peut-être un bon joueur qui va un petit peu plus trapper. Peut-être que j'ai tendance quand même à pas laisser ma main aller facilement. OK. Écoutes-tu de la musique quand tu joues? Pas vraiment. J'ai essayé. Je me suis acheté des écouteurs. Puis j'ai essayé au World Series. C'est le fun. Pendant une demi-heure, j'avais l'impression de me détendre. Mais je suis pas capable. Il faut vraiment que je sois dans l'ambiance. Quelque chose de dérangeant de pas entendre ce qui se passe à la table. On dirait que t'es moins présent. Ben, c'est Donc, de l'info à la tonne que tu perds. Aussi. Exactement. Donc, l'option musique à la table est pas pour moi, finalement. OK. Selon toi, quel joueur du circuit est le plus surestimé? Il y a une couple d'années, on aurait pu dire Negreanu, qui était pas très qui avait pas la cote dans le temps, mais là, il a Ouais. vraiment prouvé le contraire. On s'entend qu'il y a le titre pour dire t'es Ouais, dans le champ. c'est ça. Là, depuis 2 ans, il y a résultat après résultat. Ben, c'est sûr que les joueurs à grosse limite, des joueurs comme Gus Hansen et tout ça, Hey, c'est le premier nom qui me vient en tête. Je sais pas pourquoi. tu sais, il y avait des reconnaissances de joueurs solides, mais solides en 2005, 2006, 2007, il y a 10 ans, quand il y avait pas mal un moins gros bassin de joueurs, mais là, il reste qui sont encore là parce qu'ils ont le nom, mais les résultats sont plus là. Ouais, on est pas mal d'accord là-dessus, hein, Phil? Ah, il n'y a pas de doute. Ouais, on est pas mal d'accord Même là-dessus. lui, je On en pense a qu'il commence à parlé être d'accord avec ça. Ça n'a pas l'air de filer chez Gus. Là. Exactement. Ouais, on va le voir de moins en moins. En gastronomie, quel est ton péché mignon? J'aime beaucoup les restaurants asiatiques quand je voyage. OK. J'aime les classiques italiens, steakhouse, ces trucs-là, mais de plus en plus asiatiques puis cuisine du marché, ces trucs-là. OK. Ouais, j'aime bien ça, c'est diversifié un petit peu plus. OK. Quelle est la joueuse la plus sexy selon toi? Des joueuses connues, il n'y en a pas. Il n'y a pas une tonne. Il n'y en a pas un barème énorme, là, mais toutes les connues sont pas mal toutes cute. Et qui est politicien. C'est bien correct. Il veut pas se Pas me brûler faire de taper pion. ses doigts au prochain tournoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu m'as pas nommé, tu sais, genre. Je trouve ça bon. Quelle est la chose la plus importante à maîtriser au poker selon toi? C'est sûr qu'on a parlé de patience, plusieurs trucs, mais la base, c'est vraiment l'aspect mathématique. Faut quand même que tu connaisses bien tes maths, puis que tu connaisses bien les proportions, puis les probabilités, puis... Les potas et compagnie. Exactement, là. exactement. D'accord, Ça, tout c'est quand même la base. OK. Si tu pouvais être dans la peau d'une rockstar pour 24 heures, tu choisirais qui? Encore une bonne question. Rockstar, là, tu sais, là, la totale. Rockstar, je sais pas. Je pense que j'irais plus vers une personnalité connue puis un gars comme Guy Laliberté. Parce que lui... Il est rockstar aussi. ouais, lui, il a vraiment pas mal la vie parfaite. Là, la grosse business, la vie mondaine, L'espace, il y a tout. l'espace, Il y a il y a le poker, high stake, il s'ennuie pas. Et la dernière question qui tue, salade de choux crémeuse ou traditionnelle? J'aime ça, là, je t'ai stressé avec ta question. Crémeuse, j'en ai mangé juste avant de m'en venir. Yeah! Right! Bon, ben c'est déjà tout, Charles-Alexandre. Écoute, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça m'a fait plaisir, merci à vous. Et j'espère qu'on aura la chance de se reprendre. Ben oui. Puis tiens-nous au courant des résultats. Des fois, les tournois que tu fais, on va essayer d'avoir de l'information. De toute façon, sur Facebook, je peux te suivre un peu. Fait que, super. Puis si jamais on te réinvite, tu te sens bien à l'aise de venir. Quand tu veux. Tu me dis, j'ai le goût d'en parler. Tu viens nous voir. Excellent. All right. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Philippe, ben écoute, je te quitte. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, messieurs, et puis encore un énorme merci. On te souhaite la meilleure des chances, Voilà. Charles-Alexandre. On va continuer de te suivre et de rapporter tes résultats avec intérêt sur Prince Poker. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde. C'était Radio Poker et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. On se donne rendez-vous à la prochaine. Salut. Bye. Salut. Cette émission était une présentation de PrincePoker.com.